Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette interview spéciale de Pierre-Jean André. Pierre-Jean André qui vient tout juste de sortir son dernier ouvrage, ça s'appelle Élections 2012, mode d'emploi, c'est publié aux éditions de l'Arjo. Pierre-Jean André, merci de nous recevoir ici, chez vous, dans cette bâtisse du XVIe siècle, située dans le Comminges. Le Comminges, c'est une région qui est à proximité de la région toulousaine. Alors ce livre, on le disait, Élections 2012, mode d'emploi, où vous tirez à boulet rouge sur la classe politique, tout parti confondu, et vous en arrivez à une solution claire aujourd'hui pour réformer la classe politique, une seule solution, et ça passe par le vote blanc, c'est ce que vous dites Pierre-Jean André. On y reviendra tout à l'heure par rapport à la question du vote blanc, on y reviendra, mais d'abord essayons de comprendre, Pierre-Jean André, la classe politique, vous la connaissez bien, vous avez été jusqu'à très peu un cadre du MoDem, et ce livre finalement c'est quoi? C'est le récit d'une désillusion? Oui. C'est une désillusion tout simplement parce que depuis 2007, nous nous rendons compte que les hommes politiques n'ont pas appréhendé la crise économique qui est arrivée en 2008. Je compare souvent cette période au vol Rio-Paris où le pilote avait refusé de voir en face la zone de turbulence et a préféré rentrer dans la zone de turbulence plutôt que d'éviter la zone de turbulence. Et malheureusement, l'homme au pouvoir à partir de 2007, Nicolas Sarkozy pour ne pas le nommer, a refusé d'admettre qu'il y avait une crise politique, une crise économique qui arrivait. Et donc, mais nous avons tous subi cette zone de turbulence. Et ce qui risque de se passer entre 2012 et 2017, c'est une crise politique. Parce qu'après la crise économique, bien entendu, il y a une crise politique. Alors aujourd'hui, on se rend compte que les hommes politiques ne sont pas unis. Ils se déchirent alors qu'on devrait être tous unis. D'accord. Alors Pierre-Jean André, donc on parlait du MoDem, de la désillusion. Finalement, qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui? Est-ce que c'est le fonctionnement des partis politiques ou est-ce que c'est la Ve République, c'est les institutions qui ne vont pas? C'est un petit peu des deux? Les partis politiques existaient bien avant la Ve République. Mais on se rend compte que quand on analyse les partis politiques, justement en rentrant dans le MoDem, ça m'a permis de voir réellement comment fonctionnait le parti politique. Et il manque réellement de démocratie participative. C'est-à-dire qu'au sein même des partis, il n'y a pas de démocratie. Alors comment voulez-vous qu'après, dans un pays, il y ait une démocratie lorsque les propres dirigeants n'arrivent même pas eux-mêmes à être de vrais démocrates au sein même de leur parti? Tout simplement parce qu'il y a des règlements intérieurs dans les partis qui font qu'on s'arrange, on s'octroie des décisions, des pouvoirs, alors qu'au fond, on devrait demander aux adhérents au moins de choisir ce mode démocratique. Mais par contre, la Ve République, pour y revenir, est certainement une des causes principales, une des deuxièmes causes de ce qui risque d'arriver entre 2012 et 2017. Un président de la République, un hyper-président, qui a confondu les deux rôles, à la fois le rôle de président et de Premier ministre, qui a étouffé le Premier ministre, alors qu'au fond, il aurait dû avoir un rôle international. Il s'est contenté d'avoir un rôle purement de Premier ministre, tout simplement peut-être parce qu'il n'avait jamais été Premier ministre, et qu'il souhaitait inconsciemment devenir un Premier ministre, et qu'il a brûlé une étape. Et à la sortie, ça a fait ce que nous avons vu, et encore une fois de plus, des désillusions. D'accord. Alors, on en reparlera tout à l'heure du changement de constitution, une 6e République que vous estimez nécessaire aujourd'hui. Mais d'abord, Pierre-Jean André, revenons sur le MoDem. Donc, vous étiez primo-adhérent. La première fois que vous adhériez à un parti, c'était le MoDem. C'est quoi que vous avez séduit? C'est l'idée de dépasser le clivage droite-gauche au départ? Déjà, d'une part. Alors, c'était en 2008? C'était en 2007, exactement. 2007. Bien sûr que c'est cette histoire de droite-gauche, c'est ce clivage de droite-gauche. Mais avant tout, pour moi, si je devais nommer le MoDem, je dirais que c'était l'armistice de 2 siècles de guerre entre la droite et la gauche. Voilà, c'était ça. C'était enfin, on allait pouvoir parler d'autre chose,
que de ce combat stérile droite-gauche. Quand le MoDem se constitue, on voit arriver un petit peu tout le monde, des écologistes, des anciens écologistes, des gens de la gauche déçus, des gens de la droite déçus. Donc finalement, on avait un vivier de gens venant, bon, certains apolitiques et d'autres venant de tous les partis. Et il y avait un formidable terreau, hein, ce que vous disiez un petit peu. Hein. Et finalement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On n'a pas écouté les militants, les sympathisants, c'est des décisions encore centralisées. L'idée du MoDem, c'était l'idée d'une démocratie participative. Or, on s'est vite rendu compte que le MoDem était pyramidal comme les autres partis politiques, c'est-à-dire que c'était le chef qui commençait par prendre des décisions et éventuellement après, on demandait l'avis aux adhérents. Ce qui fait qu'immédiatement après, très rapidement, on s'est retrouvé avec des blocages, puisque nous avions des idées, nous avions essayé d'apporter beaucoup d'éléments nouveaux. C'est-à-dire qu'en fait, bon, pour résumer un petit peu, hein, donc des élections, un président élu, choisi par les militants en Haute-Garonne, et finalement des luttes internes. C'est-à-dire qu'on avait classé, enfin, après, a posteriori, on avait classé au fond les adhérents en deux sous-ensembles, les primo-adhérents, qui étaient les nouveaux adhérents du MoDem, et les anciennes de l'UDF. Mais lorsqu'une élection est là et lorsqu'une élection interne fait que c'est le primo-adhérent qui l'emporte, on doit respecter cette règle. Bon. Très vite, dans Haute-Garonne, bon, on a eu des conflits internes liés justement à ce manque de reconnaissance, c'est-à-dire que François Bayrou n'a jamais reconnu le président de Haute-Garonne en tant que tel, mais ça ne s'est pas passé qu'en Haute-Garonne, hein, ça s'est passé dans de nombreux départements où au fond on avait contrarié un petit peu la volonté du suffrage, exprimée par les adhérents. Exprimée par les adhérents. Donc très vite, de nombreux adhérents ont quitté le MoDem parce qu'ils se sont rendus compte qu'on n'était plus dans une démocratie participative, telle qu'on le dans une démocratie tout court, et ont préféré justement jeter leurs cartes. Et nous sommes passés de 60 000 adhérents à 10 000 adhérents en l'espace de 2 ans. Bon. Alors la faute n'est pas à remettre systématiquement à François Bayrou, c'est tout un staff qui est derrière, c'est-à-dire sa garde rapprochée qui l'a influencé. Et il était entouré de gens qui avaient des réflexes de 30 ans de politique, et forcément qui ne sont pas malheureusement dans l'ère du temps, et dans l'ère du temps démocratique, et notamment de cette fameuse participation démocratique. Aujourd'hui, le MoDem ne peut pas arriver au pouvoir parce que déjà le mode de scrutin ne permet pas cela. Bien sûr. C'est un système majoritaire qui favorise les partis dominants. On n'a pas les partis moyens ou minoritaires ont d'énormes difficultés à accéder au pouvoir, que ce soit au niveau local ou régional ou au niveau national. Oui. Donc le MoDem déjà aurait dans ce contexte-là une difficulté pour, par exemple, lors d'élections législatives, pouvoir peupler l'Assemblée. Mais supposons que le MoDem, François Bayrou, soit élu président de la République, vous dites, ça ne marche pas, la Ve République aujourd'hui, elle n'est pas dans une idée de démocratie telle que François Bayrou la promeut. Comme François Bayrou, sa première ambition, c'est celle quand même d'arriver à la présidence. Donc s'il se situe au-dessus des partis politiques, et si justement il propose autre chose qu'une idéologie droite-gauche, on doit séparer le pouvoir du président, enfin, l'élection du président de la République et celle du Premier ministre. C'est-à-dire que je considère qu'il faudrait faire 2 élections, une élection pour le président pour 8 ans et une élection pour le Premier ministre, le chef de gouvernement, pour 4 ans, renouvelable. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que le président de la République, il empiète sur les attributions du Premier ministre. On le voit aujourd'hui avec le... Tout à fait. C'est ce que vous dites. C'est la Ve République qui veut ça. Lorsque Nicolas Sarkozy empiète, il ne va pas à l'encontre de la Ve République, il respecte purement. Et c'est pour ça qu'il faut changer de République et qu'il faut séparer ces 2 élections, sachant que le président doit être élu sur un programme, non pas sur un programme politique, mais sur un programme à l'international. Il doit avoir un rôle d'ambassadeur, il doit s'occuper de l'Europe. Est-ce qu'on ne peut pas craindre finalement ce que vous avez dénoncé dans la première partie de votre ouvrage, c'est-à-dire des risques d'un exécutif fragilisé, un exécutif à 2 têtes, un exécutif bicéphale fragilisé, avec une forme de cohabitation bis finalement, puisque en ayant un Premier ministre élu, on va avoir des fortes légitimités de part et d'autre finalement. Non. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais bon, nous allons y revenir. Un président qui se présente à l'élection présidentielle doit avoir un programme qui soit international. Il faut qu'il, d'abord, d'une part,
il est le chef des armées, il doit protéger son peuple, mais il ne doit pas proposer une politique nationale. Il propose, à l'heure de la mondialisation, à l'heure d'Internet, on n'est plus dans les années 50, c'est fini. Donc il faut aussi que le monde politique évolue. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'un ambassadeur, d'un homme qui soit à l'international, qui règle des problèmes d'ordre, on le voit au niveau écologique par exemple. Et qui soit le garant du fonctionnement des institutions, de l'indépendance de la justice. Tout à fait, beaucoup plus indépendant justement que ne l'est actuellement le président actuel, puisque si il est président de tous les Français, il n'est pas président d'un parti politique. C'est ça la différence. Donc vous souhaitez vraiment un président de la République qui soit au-dessus des partis politiques, un peu apolitique au sens. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un homme qui sera beaucoup plus sur une idéologie, sur un fondement de société. Alors tout de même, pour se faire élire ce président de la République, il va devoir utiliser, on imagine, le fonctionnement des partis politiques pour financer sa campagne. C'est ça qu'il faudra un petit peu changer aujourd'hui, revoir ces règles-là pour imaginer, pour le cas d'une élection présidentielle, de voir des hommes qui soient finalement promus indépendamment des partis politiques. C'est ça, un petit peu dissocier un petit peu le président des partis. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le président, oui. Maintenant, en ce qui concerne le Premier ministre, non. Le Premier ministre, lui, va se présenter à l'élection au suffrage universel, mais cette fois-ci avec un programme. Alors un programme de droite ou de gauche, peu importe, ou un programme tout court, parce qu'à mon sens, comme je vous le disais tout à l'heure, droite ou gauche, pour moi, c'est complètement dépassé. Il faut que ce soit un programme sur des valeurs humaines, sur une bonne gestion, sur le problème de l'éducation, par exemple, en France, l'éducation nationale, sur le bon vivre, le bien vivre en France, et notamment sur peut-être une redistribution de C'est-à-dire qu'il faut changer la 5e République. Il faut impérativement changer cette 5e République. Il faut changer d'abord le cadre, pour pouvoir le cadre, les règles du jeu, pour ensuite pouvoir faire émerger une nouvelle classe politique, etc. Alors, c'est vrai que dans cet ouvrage, Élection 2012 mode d'emploi, vous passez en revue toutes les possibilités de vote pour les élections présidentielles de 2012 et vous les éliminez une à une, toutes. Alors, vous commencez par l'UMP, un parti trop inégalitaire selon vous, le parti bling-bling des privilégiés, le PS trop déconnecté des réalités, avec un François Hollande des plus mauvais gestionnaires, puisqu'il est à la tête de la Corrèze, qui est le département le plus endetté de France, vous dites dans votre analyse. Écologie Les Verts, un parti intolérant qui en fait trop avec l'écologie selon vous et qui n'a pas de programme global hormis justement les préoccupations écologiques. Et donc le MoDem, vous revenez de cette idée-là, qui lui est condamné de par la personnalité de François Bayrou et de par également le régime de la Ve République. Et donc vous dites finalement, il ne reste qu'une seule possibilité, qu'une alternative possible pour 2012, c'est le vote blanc. Le vote blanc, seul choix sensé pour 2012, c'est ce que vous expliquez finalement dans la dernière partie de votre livre. Je voudrais revenir sur un point, et notamment sur l'idée de l'UMP plutôt, et du Parti Socialiste. Le problème de l'UMP, c'est qu'ils ont confondu depuis des années le capital et les capitaux. Aujourd'hui, on ne travaille plus, on a confondu cette idée. Avoir des entreprises dans un pays capitaliste, un des premiers pays capitalistes, c'est normal. Mais maintenant, faire travailler les banques, c'est un autre problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'UMP a perdu énormément d'adhérents. Et au fond, même je dirais, la population française tourne le dos à l'UMP. Quant au PS, c'est un peu la même chose. On confond l'humanisme et le collectivisme. Vous savez, quand on voit les problèmes qu'il y a dans les cités, dans ces cités HLM, on se rend bien compte que la construction d'HLM pour soi-disant le bien-être des gens sans argent, c'est peut-être bien, mais quand on voit la façon dont ça a été construit, avec des immeubles de 15-20 niveaux, une population concentrée, on se rend compte que ce n'est pas une solution et que ce n'est pas la bonne solution. Il ne faut pas confondre collectivisme et humanisme, et malheureusement, les gens de gauche, le PS en particulier, a confondu cette notion. Alors vous dites, page 164 dans votre ouvrage, en 4 ans, la société française a la possibilité de sortir de la crise économique et de la crise politique qu'elle traverse en changeant de comportement et en s'impliquant davantage dans l'élection présidentielle. Les citoyens peuvent contraindre le politique à des réformes institutionnelles. Les citoyens peuvent contraindre, et donc par le vote blanc.
Tout à fait. Alors expliquez-nous, moi j'aimerais vraiment qu'on explique qu'est-ce qu'est le vote blanc, qu'est-ce qu'il n'est pas, l'abstention, on connaît l'abstention c'est le fait de ne pas aller voter, de rester chez soi, de ne pas se déplacer. Le vote nul, c'est par exemple de mettre deux bulletins de vote dans l'enveloppe ou de rayer ou d'écrire, de biffer sur un bulletin. Le vote blanc, c'est pas de bulletin, l'enveloppe Voilà. c'est ça? Il y a professeur de faculté de droit constitutionnel qui a essayé d'imaginer quelle était la meilleure solution, Guy Carcassonne, qui a essayé d'imaginer un vote blanc et surtout le meilleur marché possible. Et la meilleure façon de voter blanc, c'est justement de ne rien mettre dans l'enveloppe, mais de mettre l'enveloppe dans l'urne. C'est-à-dire que l'on se déplace, donc il y a quand même cette idée de conscience patriotique. Bon, hein, au fond, on va voter, mais par contre, on ne met rien dans l'enveloppe. Donc ça, là, on proteste, on exprime sa protestation. Alors d'accord, Pierre-Jean André, moi je suis d'accord, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, le vote blanc, il n'est pas pris en compte. Seule l'abstention aujourd'hui est prise en compte. Alors comment faire dans ce contexte-là pour que le vote blanc soit pris en compte? Il faut faire quoi? Il faut faire des pressions pour réformer le code électoral, pour réformer... Vous savez, j'ai toujours considéré que pour faire évoluer la loi, il fallait aller à l'encontre de la loi. C'est peut-être un peu... ce qu'on appelle la désobéissance civile, c'est ça un petit peu? C'est une désobéissance, c'est peut-être un peu bizarre, moi qui étais quand même un homme politique, ou qui suis toujours, mais je crois que c'est la seule façon de faire évoluer la société. Aujourd'hui, on se rend compte que le monde politique est bloqué, que les hommes politiques ne changeront pas ce vote, c'est-à-dire qu'ils n'accepteront pas le vote blanc, tout simplement parce qu'ils ont tout à y perdre, alors que les Français, eux, ont tout à y gagner. Et je crois que la meilleure façon de changer la donne et d'obliger le vote blanc, c'est d'imposer ce vote blanc. C'est-à-dire que nous allons tester la capacité des hommes politiques à accepter ou non le vote blanc. Il faut qu'on pose la question à tous nos candidats pour savoir s'ils sont pour ou contre. À partir du moment où ils seront contre, c'est qu'ils seront antidémocrates. Il faut être très clair. Aujourd'hui, le vote blanc, c'est une des alternatives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va voir que 20%, voire peut-être 30% de la population votera blanc aux prochaines élections présidentielles, parce que c'est ce qui risque de se passer, à ce moment-là, on va pouvoir justement se servir de cette élection, ce résultat du vote blanc. D'accord, oui, mais aujourd'hui, dans les bureaux de vote, on ne comptabilise pas les bulletins blancs. Non. Comment non. faire alors? Moi, je ne peux pas tout vous dire. Il y a une chose que je souhaite faire, mais je souhaite le faire en direct, dans une émission publique, sur peut-être un grand journal, je ne sais pas, en fonction des invitations que j'aurai. Et à ce moment-là, je donnerai une des solutions aux Français. Mais vous comprenez bien que si je commence à vous dire une des solutions ici, bien entendu, les politiques vont s'emparer de téléphoner à leurs amis et je risque de ne pas être invité à une seule des émissions politiques françaises. Alors, pour dire, hein, pour qu'on comprenne bien, donc vous dites on peut aujourd'hui, via le vote blanc, exprimer sa contestation politique. Oui. Et ça passe pas seulement par de l'abstention. Non. Et vous dites, on est comme ça en cohérence avec le droit de vote, la démarche civique, quand même d'aller se déplacer pour honorer ce qui a été acquis finalement par nos prédécesseurs, nos ancêtres, hein, qui est un droit. C'est aussi un droit et un devoir. Sur la carte d'électeur, c'est écrit comme ça. Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique. Donc ainsi, on accomplit son devoir civique et on peut exprimer son vote contestataire autrement qu'en votant par exemple Front National, qu'en votant l'extrême. C'est ce que vous dites finalement. Vous dites, première étape, hein, si je reprends Pierre-Jean André, votre ouvrage, donc élection 2012, mode d'emploi, publié chez Arjot. Si je reprends cet ouvrage-là, donc première étape, la prise en compte du vote blanc. Hein, donc ça passe par plusieurs éléments, dont certaines ne sont pas encore dévoilables, mais bon. On va arriver, supposons qu'on arrive à cette prise en compte du vote blanc dans les élections. Donc désormais, on peut exprimer par ce biais sa protestation. Et vous imaginez, par la suite, vous posez les bases, hein, en gros, d'un mécanisme qui permettrait, lorsque le vote blanc atteint un certain seuil, alors vous posez le seuil de 20% dans votre ouvrage, lorsque le vote blanc atteint ces 20%, on déclenche une procédure exceptionnelle à ce moment-là qui permet d'évoluer vers une nouvelle constitution. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette idée-là, ce mécanisme? C'est assez simple en fait. Donc, imaginons que au premier tour d'élection présidentielle, le résultat du vote blanc soit supérieur au résultat du premier candidat.
En l'occurrence, il s'avère que ça serait Hollande pour le moment. Donc imaginons un résultat 23% pour le vote blanc et 20% pour Hollande. Ce qui voudrait dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont anti-politique, anti-système, que de gens qui adhèrent à une idée. Donc immédiatement, et c'est ce qu'il faudrait écrire dans la Constitution, c'est de faire un blocage de l'élection, non pas pour aller à l'encontre de la République, hein, c'est pas le but c'est pas de faire tomber la République, c'est de dire, attention, il y a un malaise politique, il faut modifier la Constitution, essayer de trouver une solution pour que les hommes politiques soient plus démocratiques que ce qu'ils ne sont actuellement. Vous savez, le problème de la politique, c'est qu'il y a un comportement politique. Et malheureusement, lorsque le MoDem a été créé, il a été créé par des hommes politiques qui étaient déjà en place. Donc leur comportement n'a pas changé. À partir du moment où il ne change pas, ben, vous ne pouvez pas amener des idées nouvelles, des choses qui vont être trop marquantes, parce que derrière, ben, vous allez vous retrouver avec des gens en opposition. Pourtant, Pierre-Jean André, vous êtes optimiste. Vous parlez beaucoup dans votre ouvrage de cette énergie citoyenne, d'Internet qui fait finalement, qui change le rapport citoyen, le rapport des citoyens avec le pouvoir. Et vous êtes optimiste. Vous pensez qu'une nouvelle génération aujourd'hui d'élus peut voir le jour. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ? Oui. Parce que ça veut dire, tant qu'on aura des partis, on aura toujours ces travers finalement. Comment réformer ce système-là Est-ce qu'il faut abolir les partis? Il faut qu'ils fonctionnent différemment? Les primaires socialistes, on les a beaucoup saluées. C'est une étape d'une façon différente de concevoir l'élection aujourd'hui? N'oublions pas que les primaires socialistes ont été inventées par des gens qui sont déjà depuis 30 ans dans le parti politique. Et quand on regarde de près, on se rendait compte que normalement c'était M. Strauss-Kahn qui aurait dû être élu. Bon, il y a eu cette affaire malencontreuse pour lui, mais les dés étaient déjà pipés, c'est-à-dire que l'élection, alors que les primaires n'avaient pas eu lieu, on savait déjà qu'il allait gagner l'élection. Donc au fond, c'est un peu de la poudre aux yeux. Comment, alors Pierre Claret, comment ces apparatchiks-là, comment imaginer qu'un jour il puisse en être différemment? Ça va passer par quoi? C'est l'exigence, au niveau d'exigence des citoyens, des militants, des adhérents, des sympathisants qui va... c'est la désaffection à l'égard des partis politiques qui va faire prendre conscience que finalement il faudrait peut-être essayer d'imaginer une nouvelle façon de les concevoir. Comment? Simplement Une comment? des bonnes leçons, dans un premier temps, c'est de pousser les Français à voter blanc. Peu importe que le vote blanc soit reconnu ou pas, parce que forcément ça se retrouvera. Parce que ça se retrouvera le soir de l'élection. Dans les dépouillements. Dans les dépouillements. Et il y aura, je suppose, des journalistes suffisamment intelligents, parce qu'eux aussi on a assez de ce système, qui donneront les vrais chiffres et annonceront le nombre de votes blancs. Et déjà, à partir de ce moment-là, il y aura une prise de conscience et les politiques ne pourront pas continuer à travailler dans cet état d'esprit où, au fond, on essaye de se partager le gâteau à 2 ou 3 et pour rester en place. Alors j'aimerais qu'on se projette un petit peu plus. Donc, les 20% du vote blanc, le seuil dont vous parlez dans votre ouvrage, sont atteints. Il faut donc changer le système politique, faire se créer une 6e République. Alors comment on fait? Comment ça fonctionne? Il y a quand même des cadres, il y a des juridiques, on ne peut pas changer une constitution comme ça, il faut un congrès, il faut des lois organiques, comment on fait pour être dans un cadre légal pour arriver à une 6e République? Est-ce qu'à un moment donné ça va passer par un président qui aura cette volonté-là réformatrice et qui va entraîner, parce qu'il faut une force politique pour pouvoir faire ça, il faut une autorité politique aussi légitime. Est-ce que ça va passer par un nouveau président de la République avec cette volonté-là réelle de changer de constitution? Ça ne peut passer par l'élection d'un président nouveau? À terme, imaginons que ce ne soit pas en 2012, mais ça sera en 2017, on sera obligé d'en passer par là, parce qu'une crise politique... Il faut un homme nouveau, il faut un candidat nouveau aux élections présidentielles qui porte ces idées-là réformatrices. On ne peut pas laisser un sortant... Écoutez, ce livre a été transmis à François Bayrou. Je pense qu'il le lira. Et comme je lui ai écrit, il faut qu'il puisse en tirer la substantifique moelle. S'il considère que la démocratie est un des éléments clés de la solution
politique française, il passera par le vote blanc et il acceptera le vote blanc. Et il fera une proposition pendant la période électorale que nous allons vivre d'ici le mois d'avril, où il, d'après moi, proposera la mise en place du vote blanc. Parce que la mise en place du vote blanc ne passe pas par une modification de la Constitution. On change juste le code électoral. Voilà, ouais. Hein, ça, c'est quand même très simple Mais à faire. l'objectif à terme, c'est quand même d'évoluer vers une 6e République et vers un changement de Constitution. Pierre-Jean André, merci beaucoup de nous avoir invités ici dans le Comminges pour évoquer cet ouvrage fort intéressant, Élection 2012 mode d'emploi. On rappelle que c'est publié aux éditions Arjot. C'est un ouvrage qu'on trouve à la FNAC, sur Amazon, voilà, sur toutes les possibilités aujourd'hui de pouvoir se procurer cet ouvrage. Merci Pierre-Jean André, on vous souhaite une très bonne continuation donc dans votre activité citoyenne et on se retrouve à bientôt, à très bientôt pour une autre interview. Merci.